Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors si vous aussi vous avez à cœur de détruire le Xeno où qu'il soit, bienvenue sur la présentation du codex Adeptus Astartes Deathwatch. Alors là cette fois-ci je vais vous faire qu'une seule vidéo. Pourquoi? Parce que le fluff il est assez léger je trouve dans ce codex. Pareil pour les unités, il y a beaucoup de redites avec du Space Marine. Donc du coup je me suis dit qu'une seule vidéo ce serait plus sympa et plus rapide pour vous. Alors l'illustration bien sûr on la connaît, hein, c'est une illustration qu'on a déjà vue. Là par contre c'est une nouvelle illustration et c'est une nouvelle illustration qui déjà répond à une première question qu'on aurait pu se poser, à savoir est-ce qu'il y a des primaris chez la Deathwatch? Et la réponse est oui, bien sûr il y a des primaris. Ça aurait été quand même dommage hein, que les joueurs Deathwatch se privent de cette nouvel ajout de poids hein, au codex Space Marine. Alors, on va commencer par une petite présentation de l'historique hein, du fleuve, vous avez l'habitude. Bon, je vous laisse regarder un petit peu, apprécier cette image, plutôt pas mal hein, avec l'avatar. L'avatar, quand on le voit comme ça, on se dit, voyons, le Primaris, il va vraiment avoir du mal, même à coup de marteau. Mais bon, c'est des héros... Alors là aussi, on est... la Deathwatch, c'est l'élite de l'élite. Hein, ça, vous savez, on a l'habitude. Là, c'est l'élite de l'élite, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment... enfin, on va dire les vétérans les plus endurcis de chaque chapitre, ceux qui sont... qui ont fait preuve de vraiment beaucoup de compétences, hein, justement dans la lutte contre le Xeno. Et bien, c'est ceux qui sont sélectionnés, justement, pour aller rejoindre les rangs de la Deathwatch. Alors là, on est sur une très belle image. Enfin, moi, j'aime beaucoup Alors, j'aime pas forcément les proportions. Ouais, les proportions du Space Marine, je trouve qu'il est un petit peu étrange là sur ce côté. Par contre, c'est vrai que le choix des couleurs, moi, ça me plaît beaucoup ce dynamisme là entre les flammes, l'énergie bleue, verte, un petit peu derrière. Alors. Déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler de la relation entre l'Inquisition et puis la Deathwatch. Alors, on aurait pu penser en fait que la Deathwatch c'était le bras armé de l'Inquisition, de l'Ordo Xenos, hein, qui est justement spécialisé dans la lutte contre les Xenos, mais c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que même s'ils entretiennent en fait des relations très étroites, ils sont quand même indépendants. Donc ça va conduire à quoi? Ça va conduire au fait que, eh ben, il peut très bien arriver qu'un Space Marine en fait prenne la tête d'une confrérie de l'Inquisition, et il peut aussi arriver l'inverse, à savoir qu'un seigneur inquisiteur par exemple prenne la tête d'une escouade ou d'un détachement de la Deathwatch, et il peut aussi arriver le fait que leur objectif en fait ne converge pas, et ça peut arriver que justement il y ait des petits risques en fait, des petites agressions au sein de l'Inquisition entre justement la Deathwatch et l'Inquisition, surtout pour le cas en fait, l'exemple qu'il vous donne c'est sur justement les inquisiteurs qui seraient un petit peu radicaux et auraient tendance à utiliser justement les armes des Xénos pour lutter contre les Xénos. Et bien c'est assez mal vu en fait hein, au sein de la Deathwatch. Alors après on peut se dire quand même, attends, qu'est-ce qu'il y a sur la couverture? Rappelle-moi, ce sera pas une lame de Necron ça? Mais bon. Voilà, ça c'est pour vous dire que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, même au sein de l'Inquisition. Alors la longue veille, c'est pour vous présenter le fait qu'il y a une sorte de dîme. Chaque chapitre Space Marine en fait doit adhérer à cette dîme, c'est-à-dire qu'en fait il s'engage à donner, c'est un petit peu comme ce qu'on a aussi hein, à l'échelle inverse hein, entre les gouverneurs planétaires qui doivent fournir du contingent pour l'Astra Militarum, et bien du coup on a aussi un peu la même chose pour les Space Marines, c'est-à-dire que dans les Space Marines, ils doivent fournir leurs meilleurs éléments les plus doués dans la lutte contre les Xénos pour justement les rejoindre, les rangs de la Deathwatch. Alors c'est pas quelque chose de définitif, hein, donc on peut tout à fait revenir en fait de cette veille-là, et c'est quelque chose qui est assez commun et assez intéressant. Pourquoi? Parce que justement le vétéran qui a été envoyé dans les rangs de la Deathwatch, il a appris à lutter, enfin il s'est vraiment spécialisé, c'est même pas le bon mot en fait, mais il s'est focalisé sur dans la lutte contre les Xénos, et il a vu tellement d'espèces de Xénos, et il a partagé tellement de connaissances avec ses frères de bataille, qu'il revient enrichi d'une expérience inestimable en fait pour son chapitre. Et au sein justement de son chapitre, quand il revient, il peut justement dispenser tout son apprentissage, et puis transmettre en fait son savoir, et de fait rendre la lutte contre les Xénos au sein du chapitre plus efficace. Et il continue ainsi à servir justement la Deathwatch. Alors juste avant, je vais revenir sur une petite page qui est juste ici, donc le décret Ultimaris. Donc ça c'est pour vous mettre vraiment dans le moule enfin, de ce qui se passe justement maintenant. On a justement Roboute Guilliman qui a découvert l'existence de la Deathwatch, hein, qui n'existait pas justement à son époque, et puis voyant que c'est une force qui est vraiment indispensable hein, pour la lutte justement contre les Xénos et la préservation de l'humanité, il a décidé d'allouer en fait une partie
des Primaris directement à la Deathwatch. Ce qui fait que on va avoir en fait des escouades complètes directement allouées à la Deathwatch. Alors après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la logique, étant donné que c'est censé être des vétérans qui viennent renforcer les rangs de la Deathwatch. Les Primaris eux-mêmes, est-ce qu'ils ont eu un endoctrinement à la base pour lutter contre les Xénos? Est-ce que c'est piocher un petit peu au hasard? C'est un petit peu difficile. C'est toujours le même problème avec les Primaris, c'est étant donné qu'en fait ils sont tout frais, ils sortent de l'œuf quasiment, malgré l'endoctrinement, etc. Leur expérience sur le combat, c'est un petit peu toujours étonnant de les voir prendre des fonctions placées, hein, quand on sait que pour certains Space Marines, du coup, ils mettent une centaine d'années avant d'atteindre les rangs de capitaine, puis de maître de chapitre, tout genre de choses. Bon, c'est... Voilà. Alors après, bon, bien sûr, hein, c'est pour vous dire que le Primaris, c'est vraiment trop fort. Donc voilà, joue du Primaris. Le Primaris, c'est la vie. Hop, on retourne, on va avancer un petit peu. Alors une confrérie de héros, pourquoi? Ben voilà, là on retrouve, bon alors c'est un petit peu la même chose avec les Chevaliers Gris, c'est un petit peu la même chose avec les Custodes, c'est de base la même chose avec les Space Marines. Là on est vraiment sur, encore une fois, l'élite de l'élite au cube, etc. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est quand un frère de bataille est remarqué pour justement ses compétences de lutte contre les Xénos, et bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que, en fait, et le maître de chapitre, et un librarian, et le chapelain se mettent tous les trois d'accord pour dire « Ok, il a les compétences, ok, il a le mental, et ok, je pense qu'il va apporter vraiment quelque chose à la Deathwatch. » Et c'est alors limite un petit sacrifice, hein, pour le chapitre, parce qu'ils perdent un élément vraiment très important pour eux, mais au contraire, ils savent justement que que la Deathwatch a un rôle tellement important qu'il faut absolument envoyer justement les meilleurs. Alors un petit passage sur les Black Shield. Les Black Shield, c'est des Space Marines dont on ignore en fait un petit peu la provenance, enfin complètement même, hein, c'est secret en fait. On vous dit que peu importe d'où ils viennent, un jour ils viennent frapper à la porte de la Deathwatch, et puis comme en général ils ont des compétences très valorisantes, du coup on les accepte et on leur pardonne pas, parce qu'en fait on n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait, donc on ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être un ancien renégat qui du coup désire revenir en fait du côté de l'Imperium. Ça peut être le dernier représentant d'un des chapitres qui a été, je sais pas, justement détruit par une flotte ruche. Ça peut être justement un ancien de la Grande Croisade qui est encore en vie et qui rejoint les rangs de la Deathwatch. Alors il y a plein de choses, et du coup on vous dit que quoi qu'il arrive, on ne pose jamais la question de savoir pourquoi les Black Shield justement sont venus dans la confrérie. Alors, l'équipement du chasseur de Xénos, alors ce qui est très important et très emblématique, c'est toutes les munitions. Chaque bolter, en fait, possède la capacité de tirer différentes munitions qui sont adaptées justement à ce qu'ils vont rencontrer. Donc on a alors voilà, le Bolt Kraken, très fort pour la pénétration d'armure, le Bolt Hellfire qui lui va libérer de l'acide, le Dragonfire qui lui va enflammer en fait pour justement incinérer une zone, donc peu importe les couverts. Et puis le dernier, là, le Vengeance, qui lui était spécialisé justement alors lui il est spécialisé pour la lutte contre justement les Space Marines, les traîtres. Bon, presque du coup il a sa place dans l'ordre Xénos. Bon, pourquoi pas, après il existe, et c'est l'idée de vous dire que justement ils ont cette spécialité là. Donc là vous voyez, on voit un Primaris. Alors la particularité à chaque fois, on peut regarder sur l'iconographie, ou alors est-ce qu'on va le voir un petit peu après? Ouais, on va le regarder sur cette page là. L'idée c'est que comme du coup ils viennent en fait d'un chapitre à l'origine, ils vont conserver en fait une épaulette. Ils conservent l'épaulette de leur chapitre d'origine, sauf les Black Shield qui du coup n'en ont pas. Et puis ils vont repeindre toute leur armure en noir et avoir simplement de l'autre côté cette épaulette là avec cette manchette qui sont toutes en fait identiques au sein de la Deathwatch, et qui incorporent des petits appareillages, voilà, ce genre de choses. Leur bolter aussi est relié en fait à eux pour qu'on puisse pas l'utiliser. En fait, ils ont une sorte de reconnaissance génétique, donc on peut pas leur piquer leur bolter. Voilà, donc hop, on va passer un petit peu. Alors l'organisation de la Deathwatch est très originale, parce que c'est une force extrêmement libre. En fait,
comme on va vraiment compter sur les capacités de chaque Space Marine, on va faire en sorte que lui-même soit vraiment mis en avant. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment le côté confrérie de héros, avec chacun son style. C'est un petit peu le fourre-tout, c'est un petit peu les... Alors j'allais dire les mercenaires, il n'y a pas ce côté je me bats pour l'argent, mais il y a vraiment ce côté hétéroclite en fait, où on prend un petit peu le meilleur à chaque fois, et puis on va pas le modifier. On va pas se dire je vais l'amalgamer au sein d'une structure, mais au contraire on va le garder tel quel, et au contraire on va le pousser à aller dans ses derniers retranchements et à se spécialiser encore plus dans son style de bataille. Voilà, c'est ce qu'on va vous dire sur chacun des chapitres. Automatiquement, certains spécialistes, évidemment, si on a les Space Wolf, ils vont être vraiment plus dans la fureur. Les Blood Angels, c'est pareil, ça va être le corps à corps. Les Imperial Fist, ça va être plutôt, au contraire, être plutôt stable psychologiquement, on va dire vraiment juger les choses, comme les Iron Hand. Et en fait, chaque spécificité justement est conservée et valorisée au sein de la Death Watch. Alors je sais plus où c'est exactement, j'en profite, là je regarde. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment de sergent d'escouade en fait, parce qu'ils ont tous des capacités propres, et en fait souvent ce qui va se passer, c'est que en fonction de la menace qu'ils vont rencontrer, ils vont choisir un des Space Marines pour justement leader en fait le groupe, et que il n'y a pas vraiment d'ordres qui sont donnés, mais c'est plus un consensus qui est trouvé au sein d'une kill team pour que eh bien du coup la valeur en fait de l'expérience de chaque Space Marine puisse s'exprimer à son plein potentiel sans qu'elle soit bridée par la hiérarchie ou enfin voilà une autre séquence indépendante. Voilà, là on peut regarder en fait un petit peu les héraldiques, donc c'est des héraldiques de kill team avec à chaque fois des petites spécificités. Celle-ci elle est assez sympa, là vous voyez, vous avez un tyrannide qui mange une sorte de serpent orc, voilà. Hop, on va passer, donc les liens indéfectibles, donc ça vous apprend quoi? Ça vous apprend que, bien sûr, il y a des rivalités au sein des chapitres, là tout de suite un Space Wolf Dark Angel, ce qui fait que au sein des kill teams qui sont formés, si on trouve un Dark Angel et un Space Wolf, ils vont avoir tendance un petit peu à s'opposer, mais que luttant ensemble et ayant de toute façon le même but, c'est-à-dire l'éradication des Xénos, au final, il leur sort en fait une amitié indéfectible et il supplante en fait toutes ces traditions et puis peut-être un petit peu l'animosité qu'il peut y avoir pour finir tous frères, voilà. Alors, suprématie tactique, ça c'est pour vous dire que l'intérêt de la kill team, c'est la polyvalence. La Death Watch, c'est une armée que vous allez vouloir jouer. Pourquoi? Parce qu'elle est très polyvalente et qu'elle permet de faire un petit peu ce que vous voulez. Et si vous voulez mélanger, faire le melting pot, on ne peut pas mieux que la Death Watch. Alors après, elle a différentes formations. Donc c'est les Kill Team Aquila, Furor, Purgatus, etc. qui sont spécialisés sur la lutte contre un ennemi en particulier. Donc l'Aquila, ça c'est celle qui est la plus basique, c'est-à-dire que quand la Death Watch ne sait pas forcément contre quoi elle va devoir se battre, elle envoie l'Aquila qui est la plus polyvalente. Après on va avoir par exemple la Malleus qui est elle spécialisée dans la destruction des monstres et des blindés. Donc évidemment beaucoup d'armes lourdes, des fuseurs, voilà, ce genre de choses. Celle qui est spécialisée, je sais plus, contre les nuées, voilà, la Furor, là c'est l'inverse, donc ça va être beaucoup de lance-flammes, beaucoup de grenades, voilà. Et puis, voilà, au sein de ces kill teams, on a à chaque fois des styles qui justement favorisent voilà, la lutte contre un type de menace en particulier. Alors voilà, c'est la dîme sacrée, donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'au sein de chaque chapitre, ils ont bien sûr leur domaine de compétences et qu'on va prendre en fait les meilleurs et puis incorporer en fait toutes ces compétences et puis choisir le bon outil au bon moment. C'est vraiment l'image du couteau suisse. Voilà, comme ça vous voyez aussi toutes les héraldiques. Alors, toujours, on a l'habitude, on a ce magnifique plan de la galaxie, où là, vous voyez, on est vraiment mis en avant, en fait, sur toutes les menaces Xénos, donc les Nécrons, les Taux, les Tyrannides, les Orques, voilà. Et bien sûr, Terra et Mars, toujours au centre. Hop, on continue. Alors là, je vous ai choisi quelques petits passages qui, moi, je trouvais sympas, justement.
Donc les petits passages choisis, on a la chambre Oméga. Donc du coup, on a des corsaires Eldari qui cherchent justement à attaquer une forteresse parce qu'à l'intérieur, soi-disant, il y a une sphère d'apocalypse gravée d'ondulation. Donc ils cherchent à justement s'en emparer. Et en fait, on apprend que c'est un piège, simplement un piège tendu par la Deathwatch pour attirer les Eldari là où ils veulent. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez difficiles à traquer. Donc on voit qu'il y a aussi ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est une des prérogatives justement de la Deathwatch. Créer des petits pièges comme ça. On reparle aussi des Urguls. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait dans les derniers codex. Maintenant, on parle beaucoup en fait de factions extraterrestres qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Beaucoup les Urguls et puis les. Faut que je trouve le nom. J'ai oublié les Hurts aussi, qu'on voit souvent dans tous les codex. Donc je pense que ça laisse présager l'idée que ces races auront bientôt des figurines et des armées jouables. Parce que je vois pas l'intérêt de les remettre autant sur le devant de la scène et de nous en remettre en fait à chaque fois une petite tartine dans chaque codex, si c'est pour qu'au final ça tombe et que ce soit pas utilisé. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme passage sympa? On a vraiment pas mal de passages sympas. Alors là, par exemple, là, on reparle encore des Jokeiro, où on vous dit que la Deathwatch attaque une grille stellaire Jokeiro. Donc, je sais pas ce que c'est exactement une grille stellaire. Peut-être, je sais pas si vous avez des images ou des explications là-dessus. Apparemment, sans défense, pour être accueillie par la puissance de feu proche de celle d'une flotte. Elle se retire à distance de sécurité pour observer les Xénos, tandis qu'elle vire hors du cosmos dans le vide glacé. Donc là, on sent que les Jokeiro, ça rigole pas. Hein, c'est vraiment puissant. Après, il y a des petits passages aussi qui sont pas forcément très valorisants. Extraction extremis. Ça, du coup, la Deathwatch apprend que dans les arènes de Comorak, il y a en fait un capitaine Space Marine. Donc, du coup, elle envoie une kill team pour essayer justement de le sauver. Et au final, il y a juste que le capitaine qui réussit avec un des membres de la kill team à revenir. Ce qui fait qu'au final, on a quand même un sacrifice. Alors du coup, voilà, est-ce que 4 membres de la kill team, ça vaut un capitaine? Sans doute. En tout cas, l'honneur est sauf. Il y a un autre petit passage sympa ici, la couronne de la bête. En fait, il y a un des orques qui a réussi à faire une couronne en fait, qui brise le lien synaptique entre les tyrannides. Et de ce fait, justement, une kill team est dépêchée pour essayer de récupérer cet artefact et puis repart avec la couronne pour justement étudier son fonctionnement et pourquoi pas trouver une nouvelle façon en fait, de lutter contre les tyrannides. Et ça, c'est vraiment la particularité de la Deathwatch, c'est qu'elle n'est pas soumise aux impératifs de tradition. Et au contraire, l'évolution, c'est le maître mot et on peut dire que c'est sans doute peut-être la faction impériale qui est le plus vouée justement à découvrir de nouvelles façons de se battre et de nouvelles technologies. Voilà. On vous reparle aussi de ce petit passage-là, les sapristallins de Coeria, où on a Artemis qui a mis en échec la stratégie d'Eldran Ultran pour réveiller un dieu. Donc ça, j'en ai déjà parlé, on l'a déjà vu, c'est un passage un petit peu sympa et qui crée justement par la suite la naissance d'Ivraine, etc. Je vous encourage, j'ai fait une vidéo dessus, si vous allez chercher sur Gathering Storm, vous allez trouver des informations là-dessus. Mais c'est vraiment une période très riche et moi qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça, si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'aurez bien vu. Alors un petit passage pour les tyrannides encore, comme j'aime bien les tyrannides. Donc suite à l'ouverture de la cicatrice Maledictum, on a en fait des vrilles de la flotte ruche qui sont envoyées en fait dans le warp. Et ces flottes ruches reviennent du warp, ressortent du warp et étonnamment en fait il n'y a aucune mutation dessus. Donc ça c'est un élément intéressant, c'est que les tyrannides en fait sont pas soumis quoi qu'il arrive aux mutations du warp. Donc là, le petit passage dont je vous parlais avec les Hurdes, ou les Rudes, je ne sais pas comment on prononce, où du coup, ils utilisent en fait le temps et ils faisaient vieillir en fait en accéléré tous les membres de la Deathwatch qui étaient envoyés. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé en fait des Dreadnoughts, et les Dreadnoughts, du coup, comme ils avaient une capacité en fait à vieillir entre guillemets moins vite, ils ont réussi à purger en fait cette zone-là. Bien sûr, on a retrouvé que des sarcophages où il restait que la poussière à l'intérieur. Donc on imagine que c'était millimétré exactement comme il fallait. Après là, un autre petit passage qui était assez amusant entre guillemets, c'est que du coup les Inari venaient aider donc du coup l'Imperium dans sa lutte contre les Xénos, contre le chaos pardon. Et en fait quand la Deathwatch est arrivée, du coup elle pensait que c'était justement les Inari qui étaient les ennemis et ils ont détruit justement tous les Inari qui étaient là pour aider contre le chaos et que de fait ça a fait triompher le chaos, voilà, la victoire du chaos du coup qui a détruit les deux camps. Donc comme quoi faut réfléchir un petit peu de temps en temps, mais bon, voilà, c'est la Deathwatch. Réfléchis un petit peu après. D'abord, l'extrême, la lutte contre le Xéno.
Bon, après, il y a pas mal d'histoires qui sont vraiment très intéressantes, on va pas tout détailler non plus. Je termine avec celle-ci, là, le temps s'épuise, et où du coup, dans Octarus, vous savez, c'est là où justement il y a toute une zone de guerre entre les tyrannides et les orques, où tous en fait se renforcent, parce que les orques, plus ils font la guerre, plus ils sont forts, et les tyrannides, plus ils absorbent de biomasse, et les orques, on peut dire qu'ils en produisent, plus justement ils deviennent forts et ils assimilent en fait les compétences de leur adversaire. Et bien, dans cette zone-là, il semblerait que justement il y a deux flottes, deux vrilles qui s'échappent en fait de cette zone-là et qui partent en fait conquérir en fait d'autres zones. Donc tant que la menace était contenue et que les orques et les tyrannides se battaient entre eux, c'était bien pour l'Imperium. Mais là maintenant qu'ils se séparent, rendus beaucoup plus forts l'un et l'autre, je pense que ça peut amener justement à, je ne sais pas, un autre livre de campagne ou un supplément. Enfin c'est ça, il y a tellement de richesse d'avoir un Warhammer 40 000, on peut pas savoir où ça va aller. Mais ça c'est une des pistes, et c'est une des pistes moi qui me plairait, parce qu'on vous dit justement que il y a des orques extrêmement grands, des tyrannides jamais vus, etc. Donc voilà, on a envie de savoir ce qui peut advenir justement de ça. Alors là, voilà l'image, où on voit bien les différents membres. On peut mixer les Terminators. Alors par contre, quelque chose qui est étonnant, c'est qu'on peut pas mixer, on va le voir dans les règles, mais on peut pas mixer des Primaris avec des Space Marines classiques. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une escouade avec un mec en jetpack, une moto, un Terminator, mais on peut pas mettre un Primaris avec un Space Marine. Enfin, en termes de logique, je vois aucune logique là-dessus, parce qu'après on peut toujours dire oui, ils leur font pas confiance, on attend qu'ils fassent leurs preuves, mais en fait il y a plein de passages justement où on vous dit oui, les Primaris au début on a un petit peu de mal avec eux, mais en fait rapidement ils font leurs preuves, et on a même un passage où on a un capitaine justement qui se met en... Alors je sais plus, enfin du coup il reconnaît ses orques, en fait il essaie toujours un petit peu les Primaris de côté, et du coup comme une fois il se fait sauver justement par les Primaris, après il reconnaît en fait la valeur des Primaris, et du coup il passe sous le commandement d'un des Primaris justement. Voilà, bon après c'est peut-être juste pour vendre encore une fois du répulsor et pas mélanger tout le monde. Alors Watchmaster, alors qu'est-ce qu'on va regarder là? On va regarder quelques petites unités comme ça. Profiter de la magnifique illustration aussi. Le Watchmaster, c'est vraiment le plus grand adepte de la lutte contre les xénos, le plus grand spécialiste que l'humanité puisse avoir dans la lutte contre les xénos. Alors, il est capable de lutter contre n'importe quelle menace extraterrestre. Il voue sa vie, comme tous les Space Marines ou quand même l'Adeptus Astartes. Enfin, il va vouer sa vie justement à la lutte contre les xénos. Et puis, alors, petite particularité, c'est qu'il possède justement la lance du gardien. C'est une arme, justement, c'est un peu la même arme que ce qu'ont l'Adeptus Custodes. Donc, c'est signe de sa très grande valeur et de son très grand respect qu'on peut lui donner. Et puis, il a aussi alors je crois que ça s'appelle le clavus. En fait, c'est une clé qui est censée ouvrir et permettre de contrôler toutes les portes de l'Imperium. Voilà, donc j'aime bien ce petit côté, un petit peu comme les sceaux inquisitoriales. Bon voilà, là c'est peut-être un petit peu plus utile parce que déjà ça lui donne la même autorité plus ou moins, et puis en plus ça lui permet d'ouvrir des portes. Voilà, donc on va passer Librarian. Après je vais pas tout détailler puisque bon on a l'habitude, le chapelain, on est vraiment dans... le garant de la foi impériale, l'apothicaire qui va se dévouer corps et âme pour ses frères de bataille. Le Watch Captain. Alors voilà, Artemis, un personnage assez emblématique. On a eu pas mal de... Enfin, déjà, c'est une très belle figurine, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un personnage qui a beaucoup de charisme. Et puis, voilà, on revient un petit peu sur son passage avec Eldrad Ultran, où même si ses ordres étaient de revenir, en fait, il y avait eu... est-ce que j'ai envie de vous le raconter quand même. Donc en gros, Eldrad Ultran avait trouvé une lune avec de la poussière de cristal qui permettait de faire une résonance psychique, qui permettait de réveiller Inid, le dieu de la mort des Eldar. Et puis ils avaient fait une petite diversion et envoyé la Deathwatch sur la planète juste à côté, pas la lune. Et puis voilà, Artemis, en se battant contre un des Eldar, il l'achève quasiment et il le voit regarder la lune. Et là, tout de suite, il devine, il fait « Hey, si tu regardes la lune avec autant de confiance, c'est sans doute que sur la lune, il y a quelque chose. » Et donc, du coup, il prend une escouade et puis il s'en va, en fait, malgré les ordres des autres captains, enfin du Watchmaster, de revenir, en fait. Lui, il désobéit, en fait, à ses ordres, il va quand même sur la lune. Et puis, in extremis, il réussit, je crois, on a vu un coup de plasma...
Enfin, il y a un Dreadnought qui, enfin voilà, bon, peu importe, mais ils réussissent in extremis à empêcher le rituel d'aboutir. Voilà, ce qui, du coup, ne crée pas Init directement, mais Eldrad a quand même réussi à éveiller l'entité, et l'entité vient s'incarner après dans Ivren, qui est en lutte sur Comrag, etc. Voilà, ça c'était parce que vraiment j'avais envie de vous en parler, j'ai pas résisté. Alors les intercesseurs, les inceptors, ça c'est pareil, c'est le même genre de choses qu'on a déjà vu. Alors la Kill Team Fortis, ça c'est justement la Kill Team qui est dédiée en fait au Primaris, où on va utiliser et des intercesseurs, des inceptors, et tout ce qu'on peut avoir en fait dans les forces Primaris, donc voilà, les agresseurs, les Hellblasters, tout ça mixé ensemble, donc ça vous permet de faire encore une fois l'unité Melting Pot, mais on se dit vraiment pourquoi on pourrait pas mettre un Hellblaster avec une Kill Team classique. J'avoue que j'ai un petit peu de mal là-dessus. Bien sûr, les Rivers, donc les vétérans qui sont vétérans au sein même des vétérans, l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, on a compris. Voilà, on va passer un petit peu. Vanguard vétéran, spécialisé. Alors voilà, ce qu'on va avoir en fait, pourquoi on vous les remet comme ça en fait, c'est que dans la construction de la liste d'armées, soit vous faites une unité melting pot, encore une fois, où vous mettez un petit peu de tout, ou soit si vraiment vous voulez avoir qu'une unité de Terminator, bah vous faites une unité avec que des Terminators, avec leurs spécificités, bien sûr, à chaque fois. Donc ça va être très très souple hein, au niveau de la construction. Si vous aimez la conversion, je pense que vraiment la Deathwatch c'est super. Hein. Si vous aimez pas l'uniformité, alors les transports, hein, ça c'est classique. Ouais, je passe parce qu'on va être sur la même chose encore à chaque fois. Voilà, les Dreadnought. Si Xenomortis, on va en parler. C'est un des Dreadnought, en fait, un Dreadnought vétéran qui est le plus extrême dans la lutte contre les Xenos, à tel point qu'en fait, il a plus de personnalité. On a oublié son nom. Et il y a un petit passage sympa qui vous dit que peut-être qu'en fait, il est, à force de compiler des informations de lutte contre les Xenos, et bien en fait, il est arrivé au maximum de capacité de stockage et que pour libérer de l'espace, en fait, c'est simplement sa personnalité voilà, qui a été grappillée. On reparle du Rédemptor qui lui par contre va user son pilote, on est qu'il a été fait par le Mechanicus assez récemment et que le pilote n'est qu'un élément biologique remplaçable. Donc voilà, finir dans un corps de Rédemptor, c'est vraiment un gros sacrifice. Donc voilà, Land Raider, Repulsor, on a l'habitude, on passe. Le Corvus Blackstar, donc ça par contre c'est une spécificité justement de la Deathwatch, donc c'est un appareil d'attaque qui est prévu pour être très polyvalent, très maniable, qui peut directement bien sûr arriver un peu comme un Thunderhawk, donc ça c'est vraiment quelque chose de très particulier à la Deathwatch, autant les autres unités vous pouvez les retrouver dans d'autres codex, le Corvus Blackstar ça va être vraiment spécifique à la Deathwatch, donc il a en fait vous voyez deux compartiments ici, où il peut faire débarquer un petit peu à la manière d'un Land Raider, il peut prendre des Terminators, il peut même prendre des motos, voilà, avec une très grande maniabilité, une très grande résistance. Un super appareil. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les photos. Hein. Toujours, vous allez voir, il y a encore un petit peu de la mise en scène, comme ça, toujours assez sympathique. Très belle figurine, le Watchmaster, moi j'aime beaucoup. Voilà. On va regarder. Donc, bien sûr, du Primaris, hein, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, hein, sur les Primaris, vous savez, vous pouvez changer leur épaulette. Donc, il suffit d'acheter un kit de conversion des swatchs et puis simplement de peindre un petit peu comme ça en métallique. Comme ça, vous avez votre Primaris avec l'épaulette des swatchs. Voilà. D'ailleurs, je me demande même, est-ce que, étant donné que Robot de Gilliman a envoyé en fait des Primaris directement dans la Deathwatch, est-ce qu'on va retrouver en fait des Primaris avec pas de symbole de chapitre, mais sans être pour autant des Black Shield, je ne sais pas. Voilà. Mais bon. Hop, on va passer. Voilà, donc vous voyez hein, toute la diversité. Ça, c'était ceux qui étaient sortis dans la boîte. Je ne sais plus quel nom de. Je sais plus, mais il y avait une petite boîte de jeu justement qui était sortie avec la Deathwatch mis en avant. On avait tous ces personnages-là avec des figurines très particulières, très personnalisées. Vous voyez hein, toute la pléthore d'équipements qu'on peut leur donner. Avec des figurines qui prennent un petit coup de vieux. L'armure Terminator, ça a vraiment pris un coup de vieux. Hein, maintenant, quand on voit tout ce qu'il peut y avoir maintenant, autant je me rappelle à l'époque, les Terminators, ça avait une aura un petit peu... on faisait waouh, du Terminator, ça rigole pas. Là maintenant, c'est vrai que je trouve que les Terminators, ça a vraiment baissé. C'est pas très attrayant. Donc le Black Star, la longue veille commence. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver en fait dans la Start Collecting. Voilà. Toutes les injonctions qu'on peut avoir, avec toutes les unités très différentes. Artemis qui va ressortir seul. Très belle figurine, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, les règles spéciales maintenant.
Alors la particularité de la Deathwatch, on l'a vu, c'était justement d'utiliser des armes spécialisées. Dans les armes spécialisées, on va avoir la capacité de choisir quel type de bolt on va mettre justement dans les bolters. Donc on va avoir toutes les règles ici, donc le bolt Dragonfire. Donc comment ça se passe techniquement, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette règle-là, munitions spéciales, vous dites je vais utiliser tel type de munition et du coup ça vous donne un bonus. Alors le Dragonfire, ajoutez 1 au jet de touche pour cette arme lorsque vous ciblez une unité à couvert. Peut être pas mal. Ensuite, Hellfire, cette arme blesse toujours sur 2+, sauf les véhicules et les unités titanesques. Ça, à mon avis, ça va être ce que vous allez vouloir utiliser peut-être un petit peu souvent. Après, encore une fois, ça va dépendre de la menace en face. Alors ensuite, Bolt Kraken et Vengeance qui sont un petit peu similaires. Alors le Bolt Kraken, on ajoute 3 pouces à la portée de cette arme si c'est un pistolet, ou 6 pouces autrement, et on améliore de 1 la PA avec un maximum de PA-2. Voilà. Et ensuite, la charge Vengeance, là par contre, on enlève 3 à la portée des pistolets, et 6 pouces dans le cas contraire, et on améliore de 2 la PA, jusqu'à PA-3. Donc voilà, en fonction de l'arme qui va être utilisée. Voilà, ça laisse un petit peu de polyvalence, et puis quand même ça peut permettre de faire toujours un petit bonus sympathique. Alors l'équipement, vous voyez, il est très riche. On peut vraiment se faire plaisir si vous avez envie d'avoir vraiment une force où vous n'avez pas le classique Space Marine avec son bolter tous identiques et puis juste une arme spéciale et juste le sergent. Voilà, la Deathwatch c'est fait pour vous. Vous pouvez vraiment mixer comme vous voulez avec tout pour vous faire plaisir. Alors on peut regarder le profil d'un Watchmaster. Donc évidemment mouvement 6. Alors pas de surprise, vous voyez, donc 2+, force 4, endurance 4, point de vie 6, 4 attaques, commandement 9, sauvegarde 2+, 6 armes de tir, donc la lance de gardien, 24 pouces tir rapide 1, force 4, PA-1, dommage 2, c'est bien, la mêlée, évidemment force +1, PA-3, dommage D3, les grenades frag. Alors par contre, là où il va y avoir un petit bonus, c'est le maître de guet. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les unités de Deathwatch mis à 6 pouces ou moins de cette figurine. C'est tout, c'est pas uniquement les 1, ce qu'on va retrouver sur tous les capitaines. Vous voyez ici, rite de bataille, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités de Deathwatch amis. Donc voilà, après c'est du très classique, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment nécessité de rentrer dans les détails. C'est plus l'équipement qui va faire la différence. Vous voyez, un Primaris, bon, vous pouvez vous faire plaisir, en choix QG, encore une fois, vous avez beaucoup de choix. Le Chaplain d'armure Terminator, le Primaris Chaplain, voilà, très belle figurine aussi, au passage. Alors, les vétérans, choix de troupes. Les vétérans, vous voyez, vous pouvez mixer en fait différentes choses. Alors comment? On va regarder plutôt la construction. Donc cette unité contient 5 vétérans. Un Watch Sergent peut remplacer un vétéran, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un seul Watch Sergent à l'intérieur. Un Black Shield peut remplacer un vétéran. Donc là aussi, ça veut dire que ce sera limité dans votre escouade à un seul Black Shield. Et elle peut après inclure jusqu'à 5 figurines additionnelles. Et après, suivant n'importe quelle combinaison. Donc soit des vétérans en plus, soit des Terminators, soit des bikers, soit des vanguards vétérans. Ce qui veut dire que pour simplifier, vous devez avoir minimum 5 figurines avant de pouvoir rajouter un Terminator. Par contre, vous pouvez directement mettre un Black Shield en remplacement d'un des 5 personnages de base. Après, ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a vraiment... alors, si la règle, peut-être, ce qui va être intéressant, unité mixte, c'est-à-dire que s'il y a des valeurs d'endurance différentes, c'est le cas avec un biker, vous prenez celle qui est majoritaire, et s'il n'y a pas de majorité, vous choisissez ce qui vous importe. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque figurine, même si elle est toute seule, elle va vous apporter un bonus global pour l'unité. Ça me paraît assez fort, et ça vous encourage justement encore une fois, faire une escouade un petit peu mixte avec un petit peu de tout. Et par exemple, vous avez à toute épreuve, cette unité réussit automatiquement les tests de morale si elle contient au moins un Terminator. Donc voilà. Après, on a aussi, lorsqu'une unité avec au moins un biker bat en retraite, elle peut charger à ce tour, très fort. Et frappe d'avant-garde, les vanguards vétérans peuvent se déplacer par-dessus les figurines et les terrains comme s'ils n'étaient pas là. En outre, lorsqu'une unité de vétérans avec au moins un vanguard vétéran bat en retraite, elle peut tirer à ce tour comme si elle avait le mot-clé vol. Vous voyez, il suffit de mettre saupoudrer un petit Terminator, une petite moto et puis un vanguard vétéran. Et puis comme ça, vous avez en fait tous les bonus directement. Après, je peux vous détailler la balise de téléportation des Deathwatch. Donc, vous la posez en fait dans votre zone de déploiement. Et bien sûr, si un ennemi arrive à 9 pouces, elle est détruite. Elle est retirée de la table directement. Et par contre, à une phase de mouvement, donc si tant qu'il y a au moins une balise de téléportation sur le champ de bataille, une unité avec au moins un Terminator Deathwatch peut effectuer une téléportation et se déplacer au lieu de se déplacer à la phase de mouvement, à la fin de la phase de mouvement, retirer l'unité et placer-la
avec toutes les figurines à 6 pouces ou moins d'une balise de téléportation. Et bien sûr, on la retire. Donc ce qui veut dire encore une fois que c'est qu'on a envie d'avoir un Terminator pour pouvoir bénéficier en fait de ce petit bonus. Après, on peut se poser la question, vous voyez, comment se sont téléportés, mais bon, on va passer. Les intercesseurs, là aussi, c'est très classique. Vous avez toujours ce côté... vous voyez, charge broyeuse, jeter un D6 chaque fois qu'un accepteur termine un mouvement de charge à 1 pouce ou moins d'unité ennemie. Sur 6, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Bon voilà, toujours ce côté mix. Je vais passer parce que ça c'est assez classique. Si peut-être ce que vous vouliez voir, c'est la constitution de base. Donc un intercesseur sergent et 4 intercesseurs. Elle peut inclure jusqu'à 5 figurines additionnelles. Donc n'importe quelle combinaison, donc intercesseur, Hellblaster, Inceptor, River et Agresseur. Voilà. Mais on est toujours obligé d'avoir cette base-là des 5. Alors après là c'est pareil, je vais pas vous détailler parce qu'il y a à peu près rien de spécifique. Voilà, donc on va passer. Vous voyez, on peut faire justement les squads de Terminator uniquement, les squads de Rivers uniquement. Les squads d'agresseurs, les squads de Vanguard vétérans, les squads de bikers. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire des escouades mixtes ou pas? Pour respecter l'idée de la Deathwatch, je pense que oui. Après, dans une optique optimisation, là, voilà, faites ce que vous voulez. Les squads d'Inceptor, les squads d'Hellblaster. Vous voyez, je vous avais dit que ça passerait assez rapidement, parce que de toute façon, on va retrouver toujours un petit peu la même chose. Land Raider. Alors si, par contre... ils n'ont pas la règle en fait des munitions spéciales. Donc même s'ils ont des bolters spécifiques, comme ils n'ont pas la règle des munitions spéciales, eh ben, on va pas pouvoir utiliser les munitions spéciales de la Deathwatch, alors que pourtant ils ont des armes à bolt. C'est un petit peu dommage, hein. Je relis pour savoir si j'ai vraiment rien raté, mais non, a priori, comme ils n'ont pas cette règle-là, vous voyez, je vais vous montrer par rapport aux vétérans qui vont avoir la règle ici, munitions spéciales. Voilà, aptitude, là, il n'y en a pas. Passe. Donc voilà, on va passer aussi un Razorback, vous avez l'habitude, répulseur. Alors le Corvus Blackstar, voilà, là on peut s'y attarder un petit peu, puisque justement c'est une spécificité de la Deathwatch. Alors mouvement, bien sûr, ça va changer, c'est un aéronef, hein, donc corps à corps 6+, la CT ça part de 3, 4, 5, force 8, hein, pas mal, endurance 7, 14 points de vie. Voilà les attaques, vous voyez ici, commandement 8, sauvegarde 3+. Donc il est équipé alors d'un canon d'assaut jumelé et de 2 lance-missiles Storm Strike. Alors on va regarder justement cette arme spéciale, lance-missile Storm Strike, donc 72 pouces, on est large, lourd de 1, force 8, PA-3 et dommage 3 directement. Ça c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y en a 2, hein, vous voyez, donc 2 lance-missiles, c'est-à-dire que vous allez faire 2 fois ce tir-là, même sur des cibles différentes si vous avez envie, vous avez l'habitude. On va retrouver après toutes les armes classiques, enfin toutes les compétences classiques des aéronefs, cibles floues, etc. Les petites particularités, le lance-grappe Blackstar, donc cette figurine peut tirer avec son lance-grappe en survolant des unités ennemies à sa phase de mouvement. Pour ce faire, après le déplacement, choisissez une unité qu'elle a survolée, on jette un des 6 avec un maximum de 10 pour chaque figurine, et pour chaque 6 obtenus, l'unité subit une blessure mortelle. Moi je trouve ça vraiment très bien, parce que justement vous survolez, enfin voilà, une unité de 10, vous jetez 10 dés, pour peu que vous ayez un petit peu de chance, c'est de la blessure mortelle hein, directement, donc moi je trouve ça vraiment très bien. Panoplie de specs, les petits bonus, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour une figurine avec panoplie de specs qui cible en phase de tir un ennemi sans le mot-clé vol. Ensuite, auto-lanceur, c'est pour se protéger, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour cette figurine, s'il est équipé d'un halo-lanceur, évidemment, et si elle a l'aptitude supersonique. Sachant que vous perdez, si vous passez en mode stationnaire, vous perdez, hein, elle perd les aptitudes supersoniques, donc faites attention, ça ne va pas marcher si vous êtes en mode stationnaire. Et puis voilà, après, là aussi on n'a pas les munitions spéciales. Je trouve ça quand même dommage hein, qu'il n'y ait pas les munitions spéciales pour les véhicules. Je vous laisse regarder l'arsenal. Voilà. Là aussi. Là, si, là, tant qu'on y est, là, ça me permet de me rappeler qu'on n'a pas regardé l'autre possibilité. On peut mettre un lance-roquette Blackstar sur le Corvus. Donc, 2 types d'ogives, 30 pouces, lourd de D6, force 6, PA-1. Dommage 1, on ajoute 1 au jet de touche pour cette arme lorsqu'elle cible les unités avec le mot-clé vol. Et l'ogive Dracos, 30 D6, force 4, pas de PA, un seul dommage. On ajoute 1 au jet de touche pour cette arme lorsqu'elle cible une unité à couvert. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu balise, on a déjà regardé. Je vous ai déjà détaillé le reste ici, donc c'est pareil. On va passer où vous connaissez.
On va aller regarder les stratagèmes, les atouts de la Deathwatch. Voilà. Alors, si bien sûr vous respectez les règles, vous avez l'habitude, vous avez la possibilité de choisir une tactique de mission. Donc c'est avant la bataille, vous allez choisir une de ces tactiques-là. Donc on va retrouver les différents types de kill team, donc Furor, Venator, Dominatus, Malus, Purgatus, Raptoris. Et à chaque fois, simplement, vous choisissez donc soit troupe, soit attaque rapide, élite, soutien, QG. Et du coup, vous avez la capacité de relancer les jets de blessure de 1. Voilà. Donc je sais pas quoi penser vraiment de ce bonus, parce que du coup ça a marché vraiment que sur une petite partie de la force ennemie. Alors si bien sûr vous avez un adversaire qui a pris vraiment beaucoup de troupes, c'est cool. Par contre s'il a pris un petit peu un mix de chaque, je sais pas si... Je pense que c'est un peu difficile de choisir. Bon, vous avez bien sûr une cible prioritaire, mais une fois que cette cible-là elle est détruite, du coup votre bonus va pas vous servir. Donc voilà, j'avoue que je sais pas quoi en penser, je suis un petit peu mitigé sur cette tactique de mission. Après, pour les stratagèmes, vous avez l'habitude, je vais vous en choisir certains, mes préférés. Après, qui est un petit peu situationnel, mais qui peut faire le café aussi. On a l'obus Hellfire. Donc ça, c'est quand vous avez un bolter lourd ou le profil d'un bolter lourd ou un bolter lourd Infernus. Vous pouvez dire, pour un point de commandement, je vais faire qu'un seul jet de touche. Si je réussis, je vais causer D3 blessures mortelles. C'est un petit peu une part d'aléatoire, mais ça peut faire la surprise. Ça peut créer les blessures qui vous manquaient, en fait. Alors on va passer, parce qu'après le reste, c'est des choses qu'on a déjà vues. Pas mal de choix encore une fois. Alors pas mal de choses qu'on a déjà vues, une capacité à refaire une attaque avec un de vos personnages s'il vient à décéder, les dreadnoughts qui vont taper plus fort, les missiles antiaériens. Tactique d'adaptation, ça par contre c'est intéressant. Bon, pour 2 points de commandement, on peut changer la tactique de mission, vous savez, c'est ce qui permet de cibler préférentiellement l'élite, etc. le QG. Et si votre seigneur de guerre est un Watchmaster, ça c'est pas mal, ça j'aime bien ce petit côté-là. Ça va vous coûter que 1 point de commandement au lieu de 2. Ça j'aime bien qu'il y ait cette petite adaptabilité. Alors il faudrait peut-être le rappeler avec une petite case ici pour que ce soit bien clair pour tout le monde, mais voilà. Alors là où c'est très intéressant, c'est tout ce qui est spécifique justement à la lutte contre une faction en particulier. Alors on dit que la marée verte pour 2 points de commandement, si des orques vous chargent, en gros, pour chaque tir en état d'alerte qui réussit à tuer un orque, vous allez soustraire 1 leur distance de charge. Plutôt pas mal. Là, c'est si vous prenez en fait des touches de désignateur laser, vous pouvez retirer tous les pions de désignateur laser de cette unité. Là, contre les Eldaris, s'il a une unité qui a bougé avec le mot-clé vol, une unité à 12 pouces peut aussitôt tirer sur l'unité, comme s'il s'agissait de votre propre phase de tir. Par contre, on enlève 1 au jet de touche. Rupture synaptique contre les tyrannides, on peut tirer sur les personnages synapses, même s'ils ne sont pas l'ennemi la plus proche. C'est pas mal aussi, c'est contre les nécrons, donc vous utilisez cette capacité, et alors l'aptitude protocole de réanimation d'une unité nécron à 12 pouces ou moins d'une unité Deathwatch de votre armée, l'adversaire doit soustraire 1 à ses jets de protocole pour ce tour-là. Donc ça c'est vraiment très sympa, en fonction ça remonte vraiment l'adaptabilité justement de la Deathwatch. Après ici on va avoir un peu la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez vous spécialiser encore une fois sur un type d'unité en particulier. Je vous montre celui pour les troupes. Utilisez ce stratagème juste avant qu'une unité Deathwatch attaque une unité avec le rôle troupe, on ajoute 1 à ses jets de blessure pour cette unité. Donc sachant que si vous avez en plus la tactique de combat qui va bien, on ajoute 1, on relance les 1, il y a de bonnes chances que toutes vos blessures passent. Voilà, après on va passer un petit peu, on va aller regarder donc les différents traits de seigneur de guerre. Je vais tout vous détailler pour que ce soit exhaustif. Donc sur 1, on peut relancer les jets de blessures ratés lorsque vous attaquez les véhicules, les monstres ennemis. Ensuite, une fois par bataille, si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure, de dégâts ou de sauvegarde. De plus, si votre armée est réglementaire et que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un D6 chaque fois que vous utilisez un stratagème. Sur 5+, vous gagnez un point de commandement. Ça, on a l'habitude, c'est des traits qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts d'une des armes de votre seigneur de guerre. Notez qu'il ne peut pas s'agir d'une relique des vigilants et que cela ne peut pas affecter une arme utilisant les fléobolts d'Erixia. Voilà, petit trait spécial. Ensuite, guetteur éternel, jetez un D6 chaque fois qu'une figurine Deathwatch de votre ami à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre, donc lui y compris, perd son dernier point de vie. Sur 6, le point de vie n'est pas perdu. Une fois par bataille, au début de votre tour, vous pouvez choisir de changer la tactique de mission actuelle, ça peut être pas mal. Au début de chacune de vos phases de tir, choisissez une unité ennemie n'importe où sur le champ de bataille. Pour la durée de la phase, cette unité ne bénéficie pas du couvert contre les attaques des unités Deathwatch de votre armée à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Voilà, c'est un petit peu moins bien. Bon voilà, après, si vous aimez les points de commandement, bien sûr on a toujours celle-ci qui marche toujours. La petite sauvegarde supplémentaire, le petit 6 qui fait plaisir. Alors, sur les reliques des vigilants. Alors là, sur la balise Angélis, je vous lis, donc une fois par bataille, à la fin de notre phase de mouvement, le porteur peut utiliser la balise Angélis pour téléporter une unité ennemie sur sa position.
OK. Et lorsqu'il le fait, choisissez une unité Deathwatch amie d'infanterie motard qui se trouve sur le champ de bataille, soit dans un inventarium. Dans tous les cas, retirez cette unité et placez-la entièrement à 6 pouces ou moins du porteur et à plus de 9 pouces toute figurine ennemie. Bon, je pense que là, petite erreur de typo, hein, je pense que là c'est une unité amie sur sa position. Parce que sinon je vois vraiment pas comment ça fonctionne et puis c'est super fort, enfin, si vous pouvez déplacer des unités ennemies, donc voilà, faites bien attention à ce passage là. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est le grimoire d'Ectoclède. Alors là, c'était pas mal aussi, hein, bien sûr. Là, c'est au début de chacun de vos tours, choisissez une tactique de mission. Et jusqu'au début de votre prochain tour, vous pouvez choisir d'appliquer soit les effets de la tactique de mission active, soit ceux de la tactique de la mission choisie par le grimoire à chaque unité Deathwatch qui est à 6 pouces au moins du porteur. Donc ça, voilà, ça vous donne la petite polyvalence qui va bien pour vous adapter toujours. Et ça, je pense que je trouve ça assez intéressant, justement, pour pousser à fond ce petit bonus. Alors sinon on termine avec les différentes... on arrive au bout hein, du codex. Alors, voile du temps, une valeur de charge de ward de 6. On choisit une unité à 18 pouces ou moins du psyker. Vous pouvez relancer vos jets de charge d'avance pour cette unité et elle combattra toujours en premier en phase de combat, même sans avoir chargé. Si l'ennemi a des unités qui ont chargé ou qui possèdent une aptitude similaire, choisissez voilà, OD, hein, classique. Puissance des héros, donc puissance des héros, une valeur de charge de 6. S'il est manifesté, on choisit une figurine à des puissances à 12 pouces ou moins du psyker. Donc c'est pas forcément, enfin vous voyez qu'on fait des alliances, hein, c'est pas forcément Deathwatch. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, ajoutez 1 aux caractéristiques de force, d'endurance et d'attaque de cette figurine. Voilà. Alors ensuite, fléau psychique, c'est une valeur de charge warp de 6 aussi. S'il est manifesté, on choisit une unité ennemie à 18 pouces et visible du psyker. On jette un D6, on ajoute le commandement du psyker au résultat. Votre adversaire jette alors un D6, donc la guerre mentale, hein, et ajoute le commandement de son unité au résultat. Si le total du psyker est supérieur à celui de l'ennemi, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. S'il est égal à celui de l'ennemi, l'unité ennemie subit une blessure mortelle, ce qui est déjà pas mal. Et s'il est inférieur à celui de l'ennemi, rien ne se passe. Fureur des anciens, alors une valeur de charge warp de 7, s'il est manifesté, on jette 3d6, on choisit une figurine ennemie visible du psyker, voilà, à distance, on pousse inférieur ou égal au résultat, donc si vous faites 3d6 en moyenne, ça va vous faire 10, donc vous choisissez une figurine à moins de 10 pouces, si aucune figurine n'est à portée, le pouvoir n'a aucun effet. On trace une ligne imaginaire entre le psyker et cette figurine, et chaque unité ennemie traversée ou survolée par cette ligne subit une blessure mortelle. Donc ça, bien placé, bien mis, ça peut vraiment faire le ménage, hein, parce que... alors après, après c'est chaque unité, donc, mais si vous avez une petite ribambelle de personnages contre certaines listes d'armées, ça peut créer des bonnes petites surprises. Voilà, attention, hein, c'est unité, hein, et pas figurine. Voilà. Ensuite, force psychique a une valeur de charge warp de 5. S'il est manifesté, on choisit une unité Adeptus Astartes à 18 pouces, et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, cette unité réussit automatiquement les tests de morale, et vous pouvez jeter un D6 chaque fois qu'elle subit une blessure mortelle, à cause d'un pouvoir psychique sur 4+, elle est ignorée. Bon, ça c'est très situationnel, bon, ça mérite d'exister. Ensuite, zone neutre, charge de warp depuis 8, hein, s'il est manifesté, choisissez jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins du psyker. Les figurines ennemies ne peuvent pas tenter de sauvegarde invulnérable et doivent diviser par 2 le résultat de tests psychiques qu'elles effectuent. Voilà, très bien aussi contre les tyrannides par exemple. Mais bon, faut être assez proche aussi, hein, donc c'est un petit peu le revers de la médaille. Les objectifs tactiques, je vous les laisse lire. Je passe, comme à chaque fois, les valeurs en coups en points. Donc là, c'est pareil. L'analyse, je vous laisse la faire. On va passer... Voilà, une dernière image, hein, on voit, ça reprend hein, bien sûr la boîte, alors je ne sais plus comment elle s'appelait cette boîte-là, mais on avait justement et Eldrad et Artemis justement qui s'affrontaient avec les Arlequins en plus, tout ça pour réveiller les dieux Inid. Et donc voilà, fin de cette présentation du codex. J'ai voulu vous la faire en une seule fois comme je vous dis, parce que je trouve que le fluff est quand même un petit peu plus restreint que sur d'autres factions, parce qu'on reprend du Space Marine, hein, donc vous dire ce que c'est qu'un intercesseur, vous avez l'habitude, vous savez déjà ce que c'est, ou sinon retournez voir le codex Space Marine qui est une bonne présentation. Une armée vraiment que je conseille à tous ceux qui n'aiment pas vraiment l'uniformité, hein. Vous voyez, quand vous voyez les squads tactiques de 10, tous équipés pareil, avec juste l'arme spéciale, le sergent, l'arme lourde, et encore si vous avez envie. Si vous avez envie plutôt d'une force où vous faites plaisir sur chaque figurine, que vous avez envie de donner vraiment du caractère à chacune de vos figurines, pour pas qu'elles soient noyées dans la masse, et bien je pense que la Deathwatch, c'est vraiment fait pour vous. Par contre, bonne chance, vous êtes parti pour une quête du bits, la quête des pièces détachées. Heureusement, il y a pas mal de moyens, et puis il y a toujours tous les sites hein, qui existent. Voilà.
Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je travaille en ce moment, je demandais aux gens qui étaient sur le groupe Facebook d'IGI-TV, là, ceux qui me soutiennent avec Tipeee, encore une fois, merci à vous, de voter pour la prochaine vidéo. Je travaille sur le rapport de bataille des 1000 abonnés. Et oui, c'était il y a longtemps, mais je n'ai pas oublié, je travaille dessus, j'avance, donc j'espère que ça va sortir assez rapidement. Je vous rappelle aussi qu'il y a le IGI-TV Summer Day, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous venez. Ça peut encourager d'autres personnes à venir. Faites des voitures groupées, etc. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, etc. Blabla, etc. Jouez à la Deathwatch si vous avez envie. Et puis sinon, rendez-vous une prochaine fois. À bientôt, salut!